Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je m'arrête au niveau du panneau. Oui, réponse A, non, réponse B. Je cède le passage à gauche uniquement. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici on arrive à une intersection où on a un panneau stop. Donc dans ce cas-là, il est inutile de s'arrêter au panneau. Il faut s'arrêter au marquage au sol. Ensuite, est-ce que je cède le passage uniquement à gauche? Non, on a un stop. On doit laisser le passage aux personnes venant de gauche et aux personnes venant de droite. Donc ici les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 2. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faut tout d'abord que tu saches ce que c'est qu'une distance de sécurité. Alors, c'est quoi une distance de sécurité? La distance de sécurité, c'est la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Elle correspond à la distance parcourue en 2 secondes à une vitesse considérée. Alors, cette distance de sécurité, tu peux la calculer. D'ailleurs, tu dois savoir la calculer pour passer l'examen du code de la route. Pour ça, je te renvoie à la formation. Mais tu peux également l'estimer par rapport aux indices que tu as sur la route. Alors, sur route, pour pouvoir estimer ta distance de sécurité, il faut 2 lignes de rive, c'est-à-dire les lignes à droite, il faut 2 lignes de rive avec le véhicule qu'il y a devant toi. Dans notre cas, si vous regardez bien, si je me rabats après avoir dépassé le premier camion, vous voyez bien qu'on n'aura pas ces 2 lignes de rive, ni avec le camion qu'il y a devant nous, ni avec le camion qu'il y a derrière nous. Donc on sera en infraction. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est de dépasser les 2 camions en même temps. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. L'acuité visuelle binoculaire minimale requise pour la conduite est de 5 dixièmes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'acuité visuelle? Donc, l'acuité visuelle, c'est la capacité à voir un objet à une certaine distance. Tu sais, c'est le test que tu passes chez l'ophtalmologue, où il te demande de lire des lettres de plus en plus petites. Donc, après ce test, il te donne ta note, c'est-à-dire ton acuité visuelle. L'acuité visuelle minimale requise est de 5 dixièmes pour les 2 yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si dans un œil tu as 2 dixièmes et sur l'autre tu as 8 dixièmes, alors tu as 5 dixièmes d'acuité visuelle. Et tu es apte à conduire.
sache que cette acuité visuelle, elle est calculée en prenant en compte le fait que tu as une correction ou non. Donc, elle est comptée avec le fait que tu portes des lunettes ou non. Alors, il y a une petite exception. C'est l'exception qui confirme la règle. Il y a une petite exception. Qu'est-ce qui se passe quand je perds un œil? Ça peut arriver, perdre un œil. Alors, si tu perds un œil, tu pourras avoir une dérogation au cas par cas si l'autre œil a au moins 5 dixièmes d'acuité visuelle. Par contre, si tu perds un œil et que l'autre œil, l'œil restant, a une acuité visuelle inférieure à 5 dixièmes, alors c'est ce qu'on appelle une incompatibilité. Tu ne pourras plus jamais conduire. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Pour stationner dans cette rue, je dois apposer un disque bleu sur mon tableau de bord. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner toute la journée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois juste à gauche, on a un panneau de zone. Ce panneau de zone indique que le stationnement est payant. Pourquoi? Regarde ici un horodateur. À ne pas confondre avec ce panneau, où il y a un disque bleu qui signifie que le stationnement est limité. Donc, ici, il faudra apposer sur le tableau de bord le ticket de l'horodateur et non pas le disque bleu. Le disque bleu, ça, c'est pour le panneau concernant le stationnement limité. Ensuite, est-ce que je peux stationner toute la journée? Non. Parce que, regarde, ce panneau de zone est accompagné d'un panonceau. Et ce panonceau vient préciser le panneau qu'il y a au-dessus. Et dans ce panonceau, il y a marqué maxi 2 heures. C'est-à-dire, vous pouvez vous garer en payant, mais vous devez rester maximum 2 heures. Et après les 2 heures, il faut repayer pour 2 heures. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 5. Je dois céder la priorité à un bus qui sort d'un arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, lorsqu'un bus sort d'un arrêt, il a la priorité. Donc, vous devez lui céder la priorité. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 6. Le port de la ceinture de sécurité est réponse A, obligatoire, réponse B, conseillé. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Alors, concernant les conducteurs, si vous ne portez pas votre ceinture, c'est une contravention de 4e classe, avec un retrait de 3 points sur le permis et une amende de 135 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. Dans cette situation, je ralentis et je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour avertir de ma présence, je klaxonne.
Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, on est dans une intersection qui est régie par, ici, un stop. Donc, dans ce cas-là, je vais être obligé de marquer l'arrêt. Et pas seulement ralentir. Il faut que je marque l'arrêt au stop. Ensuite, est-ce que pour avertir de ma présence, je dois klaxonner? Non, il est strictement interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger imminent. De plus, ici, on voit bien que on est dans une agglomération éclairée. Donc, les gens me verront à l'intersection. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 8. La consommation de stupéfiants augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme le montre ce document que tu retrouveras dans la formation, les stupéfiants augmentent considérablement le risque d'accident. Par exemple, le cannabis augmente le risque d'accident par 3. Tout ce qui est opiacé, c'est-à-dire cocaïne, va augmenter le risque d'accident par 10. Tout ce qui est amphétamine va multiplier les risques d'accident par 30. Donc, pour répondre à la question, la consommation de stupéfiants augmente le risque d'accident. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Je dois toujours actionner mes clignotants quand je quitte un stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, je peux quitter mon stationnement immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, est-ce que je dois toujours actionner mes clignotants quand je quitte un stationnement? Eh bien oui. Il va falloir que vous préveniez les autres usagers de la route de votre intention de sortir de votre stationnement. Ensuite, ici, est-ce que je peux quitter mon stationnement immédiatement? Alors, si vous regardez le rétroviseur gauche, vous allez vous apercevoir que vous avez un vélo et un bus juste derrière. Alors ici, comment on fait pour quitter son stationnement? Ce que vous allez faire, c'est déjà, vous allez attendre que le vélo et que le bus passent. Une fois qu'il y aura personne sur votre rétroviseur, là, vous mettrez votre clignotant. Vous devrez alors vérifier votre angle mort, c'est-à-dire vérification en vision directe. Et ensuite, vous allez pouvoir quitter votre stationnement en sécurité. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 10. La distance d'arrêt d'un tramway est plus grande que celle d'une voiture roulant à la même vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, c'est du cours. Donc là, je vous montre le document
que vous retrouverez dans la formation qui vous montre en fait les différences de distance d'arrêt entre une voiture et un camion par exemple. Bah, plus un véhicule sera lourd, plus sa distance d'arrêt sera longue, due à sa masse. Donc effectivement, un tramway étant beaucoup plus lourd qu'une voiture, aura une distance d'arrêt beaucoup plus grande que celle d'une voiture. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 11. Je peux tourner à gauche immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, plusieurs choses. Regardez bien, ici on a on a déjà un panneau donc d'indication qui nous indique la présence d'un tramway. Et en plus, on a donc un feu juste au-dessus qui clignote en rouge. Donc effectivement, ici, on doit s'arrêter pour laisser passer le tramway. Donc on ne peut pas tourner à gauche immédiatement. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 12. La vignette critère permet d'évaluer le niveau de pollution de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les vignettes critères permettent donc d'évaluer le niveau de pollution d'un véhicule. Donc, ce niveau de pollution, il y en a 6. La première, en verte, ça concernera les véhicules électriques spécifiquement. Alors, grâce à ces vignettes, vous allez pouvoir circuler dans certaines zones, qu'on appelle les zones à faible émission, ou ZFE. Alors, comment ça va se matérialiser ? Eh bien, à l'entrée de ces zones, vous allez avoir des panneaux de zone, d'accord, où il y aura marqué circulation restreinte ou ZFE, d'accord. Et regardez bien ce panneau de zone, c'est une zone d'interdiction, c'est-à-dire que vous avez interdiction de circuler. En dessous, vous allez avoir des panonceaux qui vont préciser cette interdiction de zone. Par exemple, si on prend cet ensemble de panneaux, eh bien, la circulation sera restreinte, donc interdite, sauf, quand on regarde le panonceau, pour les poids lourds et les véhicules légers qui ont la vignette 1, 2, 3 et la vignette des véhicules électriques. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. Dans ce contexte, je réduis l'allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque de rencontrer des ouvriers dans 900 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, regardez l'indication qu'il y a juste au-dessus. Donc, on a un panneau de danger avec des ouvriers. Et il y a marqué en gros, travaux à 900 mètres, soyez prudents. Donc, effectivement, ici, je vais réduire l'allure parce que je vais rencontrer des véhicules et des ouvriers de manière assez évidente, vu qu'il y a des travaux. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 14. Ce panneau indique, réponse A, un passage piéton, réponse B, un endroit fréquenté par des enfants.
Alors ici, c'est quand même un panneau important parce que c'est un panneau que vous confondez souvent avec ce panneau. Hein. Alors, le panneau avec les deux enfants qui courent, c'est un panneau de danger qui indique un endroit fréquenté par des enfants. Alors que l'autre panneau indique un passage piéton. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 15. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, vous voyez bien qu'on roule sur une rue étroite et en plus avec un trottoir étroit. Sur le trottoir se trouve une personne qui tient un enfant sur les bras, donc qui est déséquilibré et qui a donc une zone d'incertitude très grande. Donc ici, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 16. J'ai perdu l'usage d'une de mes mains. Réponse A. Je ne pourrai plus jamais conduire. Réponse B. Après approbation par un médecin agréé et adaptation du véhicule, j'ai une chance de pouvoir reconduire. Alors, si vous perdez l'usage d'une de vos mains ou même d'un de vos membres, sachez que vous avez une possibilité de pouvoir reconduire. C'est pas automatique. Ça dépendra de l'approbation par un médecin agréé par la préfecture. Une fois que vous avez cette approbation, vous allez pouvoir reconduire après avoir adapté votre véhicule à votre handicap par une société spécialisée. Vous pouvez pas le faire vous-même. Alors à quoi ça ressemble ? Vous voyez, ça ressemble par exemple à cette photo. Ou alors à celle-ci. Celle-là. Ou encore celle-ci. Donc, pour répondre à la question, si j'ai perdu l'usage d'une de mes mains, je pourrais reconduire après approbation par un médecin agréé et adaptation du véhicule. La bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Lors d'un long trajet, je dois effectuer une pause. Réponse A, tous les 2 heures. Réponse B, tous les 4 heures. Alors, lors d'un long trajet, donc tu dois réaliser une pause d'environ 1/4 d'heure à 30 minutes tous les 2 heures. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18.
Il est préférable de faire sortir les passagers arrière. Réponse A, du côté rue. Réponse B, du côté trottoir. Alors là, c'est une évidence, hein. Pour des raisons de sécurité évidentes, il sera toujours préférable de faire sortir les passagers arrière du côté trottoir, afin d'éviter tout simplement une collision avec une voiture lors de l'ouverture de la porte. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. Pour un passager, la ceinture de sécurité est réponse A, obligatoire, réponse B, conseillé. Dans cette situation, ce passager adulte encourt une amende. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, tout d'abord, tu dois savoir que la ceinture de sécurité est obligatoire autant pour le passager que le conducteur. Concernant les passagers, alors, il faut bien faire la différence entre les passagers majeurs et les passagers mineurs. Les passagers majeurs ont donc l'obligation de porter la ceinture de sécurité et s'ils ne la portent pas, ils risquent une amende de 135 €. Si c'est un passager mineur qui ne porte pas sa ceinture de sécurité, alors c'est le conducteur qui est considéré comme responsable et le conducteur aura à payer l'amende de 135 €. Dernier cas, si c'est le conducteur qui ne porte pas sa ceinture, alors là c'est différent. C'est une contravention de 4e classe avec une amende de 135 €, mais également un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Ici, sur la photo, comme tu le vois, ce passager adulte n'a pas sa ceinture, donc il encourt une simple amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 20. Mon téléphone sonne, je réponds. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, il est strictement interdit d'utiliser son téléphone au volant, sous peine d'une contravention de 4e classe, 135 € d'amende, 3 points en moins. Mais aussi parce que l'utilisation du téléphone au volant multiplie par 3 le risque d'accident. Les bonnes réponses ici sont la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 21. Je circule à la même vitesse que le véhicule devant moi. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça c'est une question qu'on a vue en long, en large, en travers, que ce soit dans les vidéos YouTube ou dans la formation. En France, la réglementation veut qu'on roule à droite. On n'a pas le droit de rouler à gauche, même sur l'autoroute. On n'a pas le droit. À gauche, c'est une voie pour dépasser. C'est une voie de dépassement. Donc, si je circule à la même vitesse que les véhicules qu'il y a devant moi,
Donc je suis pas en train de le dépasser. Donc je n'ai rien à faire sur la voie de gauche. Il faut que je me rabatte sur la voie de droite. Donc là, je suis mal placé. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 22. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Lorsque j'alerte les secours, je dois leur communiquer. Réponse A, l'identité de la victime. Réponse B, l'état de la victime. Réponse C, le lieu exact de l'accident. Alors, si vous êtes témoin d'un accident, donc avec dommages corporels, bien sûr, avant d'alerter les secours, il faut d'abord avoir un pré-diagnostic. Alors, on vous demande pas d'être un médecin, on vous demande pas de faire un diagnostic médical, mais en fait de donner les informations essentielles au secours. Alors, tout d'abord, ça va être des informations pratiques. C'est-à-dire, ça va être des informations de lieu. Il faudra donner l'adresse exacte si vous êtes en agglomération. Mais si par exemple vous êtes sur une route que vous ne connaissez pas ou une autoroute, il faudra aussi donner des informations assez précises pour que les secours puissent venir rapidement. Alors par exemple, si vous êtes sur une route ou une autoroute, il faudra donner le numéro de la route ou de l'autoroute. Il faudra aussi donner le sens de circulation dans lequel vous êtes. Par exemple, je suis sur la A13 direction Versailles. Le plus simple, par exemple, lorsque vous êtes dans une route ou une autoroute, c'est par exemple de donner les indications qu'il y a sur les bornes kilométriques. Vous vous souvenez, on a vu ça plusieurs fois. Donc il y a des bornes kilométriques sur les autoroutes, mais sur les routes aussi. Donc ça permettra au secours d'avoir une localisation précise et donc d'intervenir le plus rapidement possible. Alors ensuite, il y aura on va dire un pré-diagnostic global de l'état de la victime. Donc il faudra donner comme information, donc est-ce que la victime est consciente ou non? Est-ce que la victime respire ou non? Est-ce que la victime peut se déplacer ou non? Est-ce que la victime a une hémorragie externe ou non? Voilà. Donc c'est un pré-diagnostic, on va dire, global. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce qu'on donne l'identité de la victime? Non. Clairement, ça n'a aucune importance de donner le nom, le prénom, la date de naissance de la victime. Par contre, donner l'état de la victime et le lieu exact de l'accident, c'est primordial. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 23. Pour prendre la sortie pour Montpellier, j'adapte ma vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, regarde bien. Nous, on veut prendre la sortie pour Montpellier. Seulement, derrière nous, on a, si tu vois bien, on a une moto qui est très proche de nous. Et comment on le sait? C'est qu'on voit pas ses roues. Hein. On voit pas ses roues, donc cette moto est très très proche. Si on freine trop brusquement ou qu'on ralentit trop brusquement pour prendre cette sortie, la moto risque de nous percuter. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte notre vitesse, on ralentit de manière constante pour pouvoir prendre la sortie. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Je suis en période probatoire. Je peux rouler à. Réponse A, 70 km/h. Réponse B, 60 km/h. Réponse C,
90 km/h. Alors là, comme tu le vois, on a une signalisation verticale qui nous indique que la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Tu peux donc rouler également à 60 km/h. Par contre, tu ne pourras pas rouler au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 25. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, plusieurs choses. Vous voyez que dans la vidéo, on va beaucoup plus vite que le camion. C'est normal. On roule à 130 km/h, alors que la vitesse maximale d'un camion sur autoroute est de 90 km/h. Alors après, vous allez me dire, mais comment tu sais qu'on est sur autoroute? On pourrait être sur une route. Alors, comment je sais que là, je suis sur une autoroute? Bah, regardez, ici, il y a une borne qu'on appelle les bornes, on appelle ça une borne kilométrique. Hein. Et vous voyez, il y a un petit A. Voilà. A et un numéro qui indique en fait le numéro de l'autoroute. Donc ici, on est bien sur une autoroute, on roule à 130 km/h, le camion, lui, roule au maximum à 90 km/h, donc je peux dépasser le camion. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. Cette commande permet A. D'ajuster la hauteur des feux, B. D'ajuster la hauteur des roues. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. À la sortie du tunnel, j'abaisse le pare-soleil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, bon bah ici on va pas s'attarder parce que c'est dans le cours de la formation, quoi, c'est du cours. Donc effectivement à la sortie d'un tunnel, on a une différence de luminosité, donc on abaisse le pare-soleil. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. Le bus quitte son arrêt. J'ai la priorité sur le bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que lorsqu'un bus manifeste son intention de quitter son arrêt en mettant son clignotant, alors il devient prioritaire. Donc, il faudra le laisser passer. Par exemple, ici dans cette animation, le bus a mis son clignotant. Je dois d'abord le laisser intégrer la chaussée, car il est
prioritaire? La bonne réponse ici est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 29. Je dépasse ce poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, avant de savoir si on dépasse ou pas ce poids lourd, il y a plusieurs questions à se poser. Sur quelle route je suis et quelle est la vitesse maximale autorisée sur cette route? Alors ici, comme vous le voyez sur la rive de gauche, on a donc des lignes de rive pointillées. Donc ici, on est sur une route à double sens. Quelle est la vitesse maximale autorisée sur une route à double sens? La vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Or, si on regarde sur le tableau de bord, on voit qu'on est déjà à 80 km/h. Donc, on est déjà à la vitesse maximale autorisée. Donc, je ne dépasse pas ce poids lourd. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 30. Je vais croiser ce piéton. Je dois laisser une distance de A, 1 mètre, B, 1,50 m. Alors, ici on est hors agglomération. Donc je dois laisser une distance entre mon véhicule et le piéton de 1,50 m. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 31. À bord de mon véhicule, la carte d'immatriculation est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, à bord d'un véhicule, il est obligatoire d'avoir certains documents. Tout d'abord, le permis de conduire, qui est obligatoire. Ensuite, la carte d'immatriculation du véhicule. Et enfin, une preuve du contrôle technique. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'est pas obligatoire d'avoir une preuve de votre assurance, car depuis 2024, la police est connectée au fichier des véhicules assurés, dit FVA, et ils peuvent donc vérifier directement avec votre numéro d'immatriculation si vous êtes assuré ou non. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Alors, clairement ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc, si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors, surtout, ne te dis pas « Ah ben, c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. » Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices
difficile. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 32. J'emprunte un véhicule. Je dois m'assurer d'être couvert au préalable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de prendre un véhicule, il faut toujours demander à regarder l'assurance et savoir si vous êtes bien couvert en cas d'accident. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 33. La pression des pneus doit être vérifiée. A. À chaud. B. À froid. Alors, au niveau de votre portière, vous allez pouvoir observer une étiquette. Donc, c'est une étiquette constructeur qui préconise la pression des roues. Pression des roues avant et arrière selon les charges. Ces pressions sont indiquées à froid. Hein? Donc, il faudra toujours vérifier la pression de vos pneus à froid. Alors, ce qui est aussi préconisé par les constructeurs, c'est toujours de rajouter à peu près 0,3 bar par rapport à ce qui est indiqué. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 34. L'ESP permet de corriger les écarts de trajectoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'ESP est une aide à la conduite. Cette aide à la conduite est un équipement qui te permet de corriger la perte de stabilité au niveau de la trajectoire et de l'adhérence du véhicule. Il permet donc de corriger les écarts de trajectoire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 35. Adapter une éco-conduite, c'est aussi rouler moins vite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'éco-conduite, c'est adapter une conduite économique et écologique. Je vous conseille fortement de vous former sur l'éco-conduite parce qu'il y a beaucoup de questions sur les tests conformes à la nouvelle réforme. Donc ici, je vous ai mis un petit document, bon, bien sûr qui est dans le cours, hein, je vous le mets gratuitement, qui en fait expose les 10 conseils pour une éco-conduite. Donc effectivement, rouler moins vite fait partie des 10 conseils pour une éco-conduite. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. En période probatoire,
j'ai commis une infraction de classe 4 avec retrait de 3 points. Réponse A, je dois réaliser un stage obligatoire. Réponse B, je dois juste payer mon amende. Réponse C, je recevrai une lettre 48N. Alors pour toutes les personnes en permis probatoire, vous recevrez en fait une lettre 48N qui vous préviendra de l'obligation de réaliser un stage obligatoire sous les 4 mois. Sachant que une fois le stage réalisé, vous serez remboursé de votre amende. Si vous n'effectuez pas le stage dans les 4 mois, donc vous devrez donc payer votre contravention de 135 € et vous risquez en plus de ça une suspension de permis. Donc la bonne réponse ici sont les réponses A et C. Question numéro 37. Un pneu sous-gonflé peut entraîner A. Une surconsommation. B. Une perte d'adhérence. C. Une amélioration de la maniabilité. Alors ça c'est une question de cours qu'on a vu plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc effectivement, un pneu sous-gonflé entraînera 3 choses. D'une, une diminution de la maniabilité du véhicule. 2, une perte d'adhérence. 3, une surconsommation en carburant. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 38. Je suis sur une intersection sans signalisation. J'ai la priorité sur le véhicule à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, vu qu'on s'engage sur une intersection sans signalisation, alors la règle qui prime, c'est la règle de la priorité à droite. Donc, c'est le véhicule à ma droite qui a la priorité. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 39. Réduire l'utilisation de la voiture permet A. De diminuer les nuisances sonores. B. De diminuer la pollution. C. De supprimer tout risque d'accident. Bien sûr, réduire l'utilisation de la voiture ne va pas vous permettre de supprimer tout risque d'accident. Par contre, il va permettre de diminuer les nuisances sonores et la pollution. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins
de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Allez, on reprend la série. Question numéro 40. Cet automobiliste va s'engager. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'automobiliste a vu le vélo. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, comme vous le voyez, on a un cycliste qui est sur sa bande cyclable. Et au loin, on a une voiture qui sort qui a mis son clignotant pour sortir de sa place de parking. Donc on a tout à penser que le véhicule souhaite aller sur la voie. Est-ce que l'automobiliste a vu le vélo? Alors, lorsqu'on regarde l'animation, on peut voir qu'effectivement le champ de vision de l'automobiliste est gêné par un obstacle qui sont les autres voitures qui sont garées devant lui. Donc très peu de chances que cet automobiliste ait pu voir le vélo. Donc ici, est-ce que l'automobiliste va s'engager? La réponse est la réponse A. L'automobiliste a vu le vélo? La bonne réponse est la réponse D. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications.
Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.